Bonsoir, ici Fouzia Barnas sur sa page personnelle Facebook pour le défi de 365 jours de live. J'espère que vous allez bien. Je vais attendre que vous arriviez. Voilà, dites-moi bonsoir, ceux qui arrivent. Alors, si vous regardez cette vidéo en replay, nous parlons de dépendance affective ce soir. Dépendance affective, moi, c'est un jour qui me touche. Quand il y a un jour férié, un jour de fête, souvent, je vois les commentaires passer, les posts de bonsoir. Je sais pas, alors vous arrivez, je suis super contente que vous soyez là. On parle de dépendance affective, donc dites-moi juste bonsoir pour savoir qui est là, que je puisse... ma sœur, super. Et ma maman qui va arriver. Oui, je t'aime. Alors, quand je vois passer tous les posts sur Facebook de joyeuses Pâques, de fêtes, etc., tout le monde se célèbre un petit peu. Et il va falloir que j'aille voir ma pharmacienne préférée pour me prendre un traitement anti-allergie. Ça me gratte. Mais c'est toi, toujours toi. Quand je vois tous ces posts passer sur Facebook et qu'on célèbre la fête, on célèbre la famille, on célèbre... et que j'ai vu passer... des petits smileys tristes sur des posts de joie. Et ça arrive souvent, ça arrive très souvent, je suis très attentive à ça, que ce soit à Noël, ou jour férié, ou à Pâques, ou dans des moments de Saint-Valentin aussi, où il y a des personnes qui sont là, qui regardent les posts et qui vivent pas forcément la joie, qui partagent pas forcément le bonheur de l'instant, le bonheur que tout le monde vit. Voilà, tout le monde fait la photo de ses œufs de Pâques, tout le monde fait la photo de son sapin de Noël. Voilà, maman, tu viens d'arriver. Super, bienvenue. C'est marié au premier regard ce soir, toi, moi et ma sœur. Vu que tu n'arrives pas à le voir à la maison. Et donc, c'est des personnes qui vivent dans une réalité différente et qui me touchent. Ça me touche parce que j'ai été dans cette réalité-là quand moi j'étais au plus mal et que je voyais les posts passer et j'étais là. Oh merde. Et c'était notamment quand j'étais en cours de, je pense, la première année de ma séparation avec le papa de mon fils, où je voyais passer, je voyais passer tous les sapins de Noël. Et moi, j'étais là, ah oui, les sapins de Noël, il va falloir que je fasse un sapin de Noël. J'étais au fond du gouffre et tout ça, ça me rappelait que quand j'étais vraiment au fond du gouffre, que ce soit la Saint-Valentin ou les fêtes de Pâques, où je me disais, ouais, bah, moi, je vais rien poster. Et ouais, tu te sens moins seule, ma petite maman. Et du coup, quand j'ai vu ce post, quand j'ai vu ce smiley triste, cette personne-là, je me suis dit, mais j'ai eu une intuition, en fait, et je me suis à connecter à son cœur. Et j'ai pensé à toutes ces femmes, je dis femmes, mais ça peut être des hommes aussi, mais comme j'accompagne majoritairement des femmes, j'ai pensé à toutes ces personnes qui sont en couple et qui sont seules ce jour-là, en fait. Elles sont dans un couple à 3, dans un couple à 4, dans un couple toutes seules, parce que des fois, elles ont l'impression qu'elles sont en couple, mais en fait, elles sont là juste à attendre, plus qu'à être en couple. Et je disais sur le post, sur mon live Instagram, que il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de critique, hein. C'est vraiment, je suis dans la bienveillance et dans l'empathie de ces personnes-là, parce que j'en ai fait partie. En fait, je ne peux parler que de ce que je connais, surtout. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment cette pensée, parce que pour ces personnes qui sont là, dans ce couple à 2 ou à 3, même seul, tu peux être en couple à 2 ou à 3 quand tu le décides. À 3. À 2, c'est norme. À 2, c'est la norme, on va dire. Mais à 3, si t'es dans le polyamour, c'est pas le sujet, en fait. On n'est pas sur le qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il faut pas faire. Mais moi, je parle des gens qui sont en couple et qui savent pas qu'ils sont à 3, ou qui savent pas qu'ils sont à 4, ou qu'ils découvrent en cours de chemin, ou qui savaient qu'ils étaient à 3 et au final, ils se sont dit, bah, j'espère que le chemin va faire qu'il y en a un, il va quitter sa femme, ou elle va quitter son mari. Ou du coup, tu penses que tu es à 2 et du coup, tu découvres qu'il y en a une troisième, et une quatrième, et une cinquième, bien souvent. Et ça, on en voit de toutes les couleurs.
Voilà, l'être humain, il est multi... il n'y a pas de standard en fait, hein. Il n'y a pas de standard. Il n'y a pas que dans les films qu'on voit les choses. Donc aujourd'hui, je pensais à ça. Et donc je voulais faire un hommage à ces personnes. Et je vais parler des femmes parce que j'accompagne principalement les femmes. Donc je voulais faire un hommage à ces femmes qui étaient dans l'attente aujourd'hui. Qui sont dans cette attente de ce message, dans l'attente d'une visite, dans l'attente que ça change, qu'il y a une prise de conscience, qu'il y a un déclenchement, qu'il y a un déclic et que leur vie change et que leur relation change. Et donc déjà pour vous, j'ai beaucoup d'empathie et j'ai beaucoup de sympathie parce que j'ai été dans cette situation, donc je ne suis pas sur un piédestal en me disant « Oh, bah, je vous regarde d'en haut ». Non, non, non. J'étais à côté de vous. Moi aussi, à croire que, que c'était possible, en fait, que je méritais que ça, que je méritais pas mieux, que c'était ce dont j'avais besoin à ce moment-là, que c'est ce que j'avais à vivre, en fait, et que j'avais rien de mieux, en fait, pour moi. Et c'est tellement triste de penser ça. Mais vous savez, quand on est dans ces situations-là, on ne pense pas à autre chose. Hein. Et donc, je le sais, je le comprends. Donc, quand je dis qu'on ne peut accompagner que ce que l'on a vécu, c'est ça. Et donc, aujourd'hui, je voulais parler de la dépendance affective, de comment on est dans la dépendance affective. Qu'est-ce qui fait qu'on est dans cette dépendance toxique? Parce que la dépendance affective, c'est quand même normal d'être dépendant. On est codépendants les uns des autres, on a besoin d'être aimé, d'être valorisé, d'être validé, mais tout le temps. Mais c'est chouette, si c'est pas par les amis, c'est par l'amoureux, par les parents, par les anciens profs. Moi, je sais que je me base souvent, je contacte encore mes mentors, mes profs qui sont restés mes mentors, pour leur demander, ou mes superviseurs, pour partager avec eux. Salut Samir. Non, on n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri. Personne n'est à l'abri, parce qu'on ne peut pas dire que toi, tu es conditionné, toi, tu vas réussir à... Je vais juste boire un petit coup parce que je pense que je vais avoir besoin. Je fais pas de pub. Personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri. L'être humain, il est multi-potentiel. Donc, on a besoin des autres, on a besoin les uns des autres pour se valoriser, pour grandir et pour évoluer. Sauf que quand toi, tu te connais pas et que tu connais pas ta valeur et que tu connais pas tes besoins, tu as l'impression que c'est l'autre qui va te conditionner, c'est l'autre qui va te déterminer. Mais c'est ça en fait, comme depuis tout petit, ou j'en sais rien depuis quand, tu as toujours mis ta valeur entre les mains de quelqu'un, tu as toujours laissé l'autre évaluer que toi, tu méritais ça, que tu mérites pas ça, et que tu es bon là, tu es bon dans ça, mais tu n'es pas bon dans ça. Tu as grandi avec l'idée que la vérité, elle est chez l'autre, en fait. Que c'est l'autre qui va décider pour toi, etc. Surtout dans les relations amoureuses. Surtout dans les relations amoureuses, c'est le pire. Vous pouvez avoir confiance en vous. Dans le travail, être un bon manager, un leader, avoir un leadership, un directeur. Vous pouvez être auto-entrepreneur, être un chef de service, même sans activité, mais être un bon parent, être un grand frère dans une famille, tout gérer pour une famille. Vous savez tout gérer, vous avez confiance en vous, vous connaissez votre valeur, vous connaissez vos limites, vous savez dire oui quand il faut dire oui, vous savez dire non quand il faut dire non, tout est carré, vous êtes flexible. Rimoucha, ma beauté, on parle de dépendance affective. Et avec vos enfants, vous arrivez à être ferme, etc. Salut Laurence. Et dans la relation amoureuse, vous vous retrouvez totalement démunis de toutes ces ressources. Toutes ces qualités-là, de leadership, de discernement, de savoir dire oui, savoir dire non, de savoir gérer, de savoir anticiper, de naviguer dans les relations, c'est tout ça, vous savez le faire dans votre dimension professionnelle, familiale, amicale,
j'en sais rien, dans toutes les dimensions, sportives. Et là, quand il s'agit de l'amour, en amour, on perd les pédales. Déjà, dites-vous que c'est normal. Ça arrive à tout le monde. C'est un apprentissage qui se fait. C'est un apprentissage. Cet endroit de la relation amoureuse, c'est vraiment l'endroit où on est le plus fébrile. On est le plus fébrile parce qu'on s'ouvre. On est comme ce petit nourrisson qui dépend de sa mère pour manger. Sauf, c'est la même vulnérabilité en fait. C'est la même vulnérabilité. C'est pour ça qu'on est comme ça, on se dit, je me prends le mal de bide, j'ai mal au ventre, je sais pas, je sais que j'arrive, la limite à être une psychopathe. Ma chérie. Je sais que je dois me détacher de lui, mais je l'ai dans les tripes, je n'y arrive pas. C'est plus fort que moi. Là, j'arrive à raisonner, j'arrive à me faire un plan d'action, à savoir ce que je dois faire, pas savoir ce que je dois faire. Je bloque le téléphone, je bloque les textos, je change son nom, son prénom dans le répertoire. Je mets une pizza au rat. Je mets une pizza au rat sur son prénom pour pas à l'appeler, pour penser à ne pas l'appeler. Mais malgré tout, je vais manger cette foutue pizza au rat et je l'appelle quand même ou je l'écris parce que je sais que je vais, même si je sais que je vais avoir mal au ventre de bouffer cette pizza au rat, j'y vais quand même. Je suis crevée ce soir, j'ai les cernes et tout, mais je suis en pleine forme quand même à l'intérieur. Ça, les filles, franchement, ne vous dites pas que vous êtes des dernières. Déjà, moi, j'étais la première. Et la pizza ora, c'est mon exemple de ma vie. Hein, voilà, je parle de ce que j'ai vécu. Donc, c'est qu'on a la fébrilité. Il y a cette fébrilité-là du nourrisson avec sa mère, avec cette personne. Donc, l'idée, c'est de redimensionner les choses et de se dire que ça n'existe plus, ça. Ce danger, cette mise en danger, elle n'existe plus. Là, elle est dans le temps. On est en 2021. Il t'arrivera rien. Il t'arrivera rien. Si cette personne s'en va de ta vie, tu auras un chagrin et ce chagrin, il va passer. Mais ça, même j'ai beau vous le dire consciemment, ça se travaille avec l'inconscient. C'est quelque chose qui se muscle en travaillant sur l'enfant intérieur. Et ça va être bientôt la prochaine étape, ma chère. Aller travailler sur l'enfant intérieur pour aller rassurer ce nourrisson à l'intérieur de toi. Qu'aujourd'hui, il a une grande maman qui est toi. Tu peux pourvoir à ses besoins, tu peux compenser ses besoins, tu peux répondre à ses besoins et les alimenter. Que tu n'as pas besoin d'une quelconque ressource extérieure, au moins pour vivre. Et que pour toi, quand tu apprends à t'aimer, quand tu apprends à valoriser ta personne, quand tu apprends à te considérer, et quand tu te choisis, que tu te donnes la première place et que tu te prends par la main et tu dis voilà, je redéfinis mes standards, je redéfinis mes normes. Ça, à partir de ce moment-là, j'ai une limite, j'ai un périmètre et à partir de ce périmètre-là, c'est des choses inacceptables. Voilà ce que je peux accepter et voilà ce que je ne peux pas accepter. Voilà ce que je veux accepter et voilà ce que je ne veux plus accepter. Et quand dans ta tête, tu définis ce périmètre-là, même si tu penses que il y aura des, comment on appelle ça, des exceptions, il y aura des distorsions à la règle. Mais c'est pas grave, parce que la vie, elle est faite de flexibilité. Les périmètres, il est fait pour être parfois réajustés. Mais il faut quand même que tu te mettes, tu te fixes, on appelle ça des principes. On appelle ça des valeurs, des limites, boundaries, des frontières. Et c'est à partir de ces frontières-là que toi, tu vas incarner, même si on a dit, attention, même si ces frontières-là peuvent bouger avec le temps, et c'est OK en fait, parce qu'elles vont bouger, toi tu vas changer, et ces frontières-là, elles vont aussi changer, et c'est normal. Mais à un moment donné, il va falloir les poser, les fixer, parce que tu vas les incarner. Et quand tu les fixes, et que tu les poses, et que tu les visualises, et que tu dis, voilà, à partir de maintenant, ça, je refuse, ça, j'accepte plus, ça, c'est terminé, ça, c'est oui, ça, c'est non, tu vas l'incarner. L'incarner, ça veut dire que tu vas
le transpirer. Quand on va te voir, on va voir ça. Il y aura ton aura qui va le dire. Ton attitude va le transparaître. Et en fait, tu es le miroir énergétique de ce que tu ressens à l'intérieur, de ce que tu mets comme limite. Tu es le miroir énergétique des limites que tu te poses. Si toi, tu te poses toutes ces limites-là et que tu les as clarifiées, en sachant qu'elles peuvent évoluer, d'accord ? Et rien de figé dans la vie, dans le marbre, ça n'existe pas ça. Eh bien, quand tu deviens le match énergétique de ce que tu incarnes, tu montres le mode d'emploi aux autres de comment il faut te respecter. Quand toi-même, tu sais que tu as des limites, tu te fixes un standard et que tu augmentes à chaque fois tes standards parce que tu évolues, tu réajustes, la manière dont tu prends soin de toi va conditionner la manière dont on va prendre soin de toi. La façon dont tu vas te traiter va donner le mode d'emploi aux autres de comment il faut te traiter. Regarde bien, toutes les fois où tu as été négligé, toutes les fois où tu t'es négligé, toutes les fois où tu t'es laissé passer, t'as laissé passer ton tour, tu t'es sacrifié. Les gens autour de toi, ils t'ont sacrifié, ils t'ont oublié, ou ils t'ont pas invité. Parce qu'en fait, ils regardent le mode d'emploi. Et ça, il suffit de regarder les enfants. Regardez les enfants. Les enfants, ils n'ont pas le langage élaboré, etc. Mais t'as celui qui est un peu qui se la raconte un peu, qui arrive dans une cour d'école et qui fait tan 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 pom 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 pom. Plutôt celui qui se la raconte. Eh bien, quand on va venir vers lui, on va se la raconter, on va lui raconter des choses. On va lui raconter des choses pour qu'il nous fasse juste un sourire. Et celui qui arrive, qui est un peu tout timoré, discret, je veux juste disparaître, je rase les murs. Bah lui, en fait, on l'oublie carrément à la cour de récréation. On l'oublie, voilà, et on l'invite pas, on le bouscule. Il est inexistant. Et ça, c'est pareil. Moi, j'aime bien le langage du corps. J'ai toujours une petite anecdote. C'est avant que je fasse tout ce travail sur moi. Moi, j'ai toujours été myope. J'ai été opérée. Bonsoir. J'ai été opérée il y a 12 ans. Donc maintenant, je porte des lunettes de réajustement. Enfin, je pense que je suis encore un peu myope. Mais avant que je fasse tout ce travail sur moi. Donc, j'étais dans une croyance que il fallait toujours que je sois gentille, que je sois toujours validée, pour être validée par les autres, il fallait toujours que je sois gentille, consensuelle, toujours dire oui, justement, pour pas énerver les gens, pour pas les contrarier. C'est quelque chose sur lequel je travaille encore aujourd'hui. Quand même. Et donc, j'étais dans une dépendance affective toxique. Parce que je rentrais toujours dans des relations où mes oui, c'était pas des vrais oui, c'était des oui par peur qu'ils m'aiment pas, des oui par dépit, des oui parce que j'étais habituée à dire oui, que j'ai même plus l'idée de dire non, alors je dis oui rapide et après je le regrette. Mais oui, ils étaient pas francs, ils étaient pas sincères. Mais oui, c'était des oui de la peur. Et mes non, ils étaient des non mous. Non, mais... Et en fait, moi, j'étais le match énergétique des abuseurs. J'étais donc trop gentille, trop gentille. Gentil, c'est bien, mais trop, non. Et donc, j'attirais que des abuseurs. Des abuseurs, c'est des gens qui savent très bien que je vais dire oui et qui viennent tout le temps me demandant des choses. Ah, j'ai besoin de toi. Ah, mais là, je sais que tu vas me sauver. Ils savaient exactement sur quel bouton appuyer, c'était le besoin. Du moment qu'il me disait « j'ai besoin de toi », en plus, je travaillais à la CAF, donc imaginez-vous, en termes de service, que je pouvais rendre. J'ai toujours dit « oui, oui ». Quand j'ai commencé à dire non, je disais non. Je disais tellement un non mou. « Non, mais tu comprends, je peux pas, parce que c'est compliqué, il y a beaucoup de retard. Je vais... » Eh ben, on me retournait la tête, on me disait « ouais, mais ça y est, tu te la pètes maintenant, tu dis pas c'est chef, tu dis non. » Bah non, mais c'est juste que c'est trop pour moi, en fait, de toujours dire oui. Oui, mais je te demande qu'une fois.
Mais c'est la seule fois que je te demande. Je te demandais qu'une fois par an. Oui, en fait, une fois par an. Et si vous faites tous ça, je connais 600 personnes. Si tous, vous me demandez ça une fois par an, j'ai 600 demandes en fait. J'ai tous les jours des demandes. Vous me demandez qu'une fois, mais j'en ai 15 par jour. Et j'étais toujours en train d'expliquer. Regarde mon téléphone, j'en peux plus, je reçois toujours des messages. Et en plus, je les oublie, vous me donnez vos papiers. Dans mon sac, je les oubliais. Je mettais les gens dans la merde parce que j'avais les déclarations dans mon sac et je les oubliais. Je les oubliais. Je les oubliais avec mes propres factures. Comme moi-même, j'oubliais mes papiers, en fait. Et à cette époque-là, j'étais donc pas très assertive. Voilà, j'allais dire que j'étais très dépendante affective. Je vais dire que je n'étais pas très assertive. Je me cognais tout le temps. Je me cognais tout le temps les coudes, les genoux, là, la tête. Pas parce que j'étais myope, mais parce que j'avais une représentation de moi, que j'étais petite. J'étais toute petite dans ma tête, dans la valeur que j'avais, j'étais toute petite. Et donc, en fait, quand il y avait un passage, je pensais que j'allais passer. Mais en fait, je passais pas. Mon corps, il était grand. Paf! Je me prenais un coude, je me prenais une taque. Et ça, c'est un peu la représentation qu'on a de nous quand on se sent pas bien, quand on sent qu'on est petit dans la valeur. À partir de maintenant, regardez, observez-vous. Si vous vous cognez les coudes ou les genoux, ça fait mal en plus, ou la tête ou j'en sais rien, c'est inconsciemment quelle est la conscience que vous avez de votre corps. Donc, si c'est le cas, incarnez-vous, hein, tous les matins, faites moi j'adore secouer des fascias, donc vous secouez votre corps, vous faites une danse, vous bougez, et même sous la douche, hein, vous vous retouchez là comme ça, vous réincarnez, vous incarnez pour prendre la conscience de tout votre corps, en vous touchant ici et maintenant, ma valeur est inestimable. Ici et maintenant, je suis une personne de valeur. Ici et maintenant, je m'aime et je m'accueille telle que je suis. Ici et maintenant, tout va bien. Vous pouvez vous donner plein de phrases, des affirmations en même temps. Voilà. Donc, pour boucler la boucle avec la dépendance affective, quand j'ai regardé ces posts aujourd'hui, que ça m'a fait de la peine, j'ai pensé à ces personnes qui sont seules, qui n'ont pas vécu ça en famille, ou qui ont vécu ça en famille, mais pas avec leur amoureux. Donc, sachez qu'il y a possibilité d'évoluer, il y a possibilité d'avancer sur votre chemin intérieur, parce qu'en fait, on ne change pas l'autre, on change notre perception qu'on a de nous. Et quand on change la perception qu'on a de nous, on change la perception qu'on a de l'autre. Et l'autre, quand on change la perception qu'on a de l'autre, l'autre il s'en rend compte et du coup, il change la perception qu'il a de nous. Et il se dit, aïe, elle a plus la même perception de moi, je vais tout faire pour montrer que j'ai de la valeur. Et en fait, c'est lui qui va me courir après. La boucle est bouclée ou je me suis mal fait, ça a été trop rapide. Quand je change la perception que j'ai de moi. Donc, je considère, au lieu que je sois toute petite, je considère que je suis une personne de valeur, que je mérite le meilleur, que je suis digne de confiance, digne d'être aimée, digne d'être respectée. Je suis digne d'avoir la place numéro 1 dans ma vie, de me choisir et je mérite d'être choisie. Donc là, je change de perception sur moi. Donc du coup, quand je pense tout ça... je me dis, je suis un grand diamant, j'ai de la valeur, donc j'agis comme étant la personne de cette version-là. Donc je me dis, tiens, la version de moi qui c'est cette version de moi qui se respecte, qui se choisit, cette femme qui se dirige dans sa vie, qui inspire le respect, qui force le respect. Qui c'est cette femme-là? Qu'est-ce qu'elle fait le matin? Qu'est-ce qu'elle mange? Comment elle est son alimentation? Comment est son environnement intérieur? Comment sont ses vêtements? Quelles sont ses relations? Comment elle bosse ses limites? Est-ce qu'elle réfléchit avant de parler? Est-ce qu'elle répond spontanément? Comment elle fait? Voilà. Donc je commence à incarner, à embody en anglais. Embody, c'est vraiment incarner cette version de moi. Du coup, je change la perception que j'ai de moi et je me dis, oui, effectivement, j'ai de la valeur, ok. Et quand je prends cette décision-là, je la prends en conscience, super, et tout, j'ai réussi ça, ouais. Et en fait, je deviens ma meilleure amie à l'intérieur. Et du coup, quand je vois ça et que je incarne cette personne-là et que je regarde mon environnement, je me dis, mais ce mec-là, il me fait subir ça, mais avec le regard de la nouvelle version de moi, je me dis, mais c'est inacceptable. Mais c'est inacceptable. Il m'a pris pour qui, en fait?
Hop, je le prends par l'oreille, je fais non, non, Coco là. Viens ici, Coco. Ça marche pas comme ça. Et même sans lui dire vraiment ça, en le regardant, ou en pas répondant à son message, ou en répondant mais différemment, à partir de cette version de vous, lui il va se dire, ah, il y a un truc qui a changé là. Elle a monté d'un grade, elle a changé, j'ai plus le même pouvoir sur elle. Il va falloir que je rame pour pouvoir gagner ses appréciations. Et c'est à vous de voir si la façon dont il rame pour gagner vos appréciations, ben ça vous convient, ça correspond à vos normes ou pas. Et souvent, on est dégoûté. C'est fini. Souvent, quand on est à ce niveau-là, on laisse juste le temps à ce que les choses se décantent. Voilà, à ce que le deuil se fasse. Voilà, donc j'espère que ça a été un peu éclairant. J'ai pris quelques notes, je n'ai même pas regardé mes notes. Et c'est comme ça en fait qu'on gagne en autonomie affective. Quand on est à ce niveau-là de confiance, on sait, on est comme ça, là, installé, hein, le coude bien confortablement installé, comme ça on se dit, je m'aime, je connais ma valeur, je connais mes besoins, je sais y répondre, je sais l'importance que j'ai pour moi-même, je suis drôle, je me plais, j'aime les gens aiment être avec moi, plein d'autres gens. Il n'y a que lui là, lui il vient comme une carie dans la bouche me faire du mal. Mais non, je mérite mieux. Et du coup, quand je suis en autonomie affective, je ne dépends plus de personne pour être aimée. Quand je suis en autonomie affective, je rencontre la personne qui elle-même est en autonomie affective et qui va être avec moi en relation pour donner du bonus à ma vie et pour que moi j'apporte du bonus à la sienne. Et pas pour compenser un manque. Et je ne suis plus dans cette relation de nourrisson à maman, c'est-à-dire de besoin vital d'être avec la personne parce que c'est fusionnel et parce que... Voilà. Et ça, c'est possible même si ça fait 30 ans, 40 ans que vous êtes avec la personne. C'est possible de tourner la page sainement, avec amour, pour vivre la vie qui vous ressemble à vous aujourd'hui, dans la version de vous aujourd'hui. Voilà, mais des fois tu le sais, mais tu n'y arrives pas. Oui, ma Lolo, le savoir, tu es en train de cheminer. Hein. Tu es en train de cheminer. Quand tu le sais, mais tu n'y arrives pas parce qu'en fait, parfois, il y a une loyauté familiale, en fait. Il y a une loyauté familiale, il y a une cette personne-là, peut-être, qu'elle vienne raisonner avec toi dans la relation. Cette personne-là, elle te rappelle, ou elle te rappelle la relation que tu as eue avec un parent, un de tes parents. Et du coup, c'est la définition de l'amour familial que tu as eu. Ça dépend en fait si la personne elle est absente, elle est souvent absente. C'est quelqu'un qui n'est pas présent pour toi. Quand tu réponds, quand tu l'appelles pour venir te voir, ben, il ne vient pas. Ou quand tu sais pas s'il a d'autres femmes, s'il a d'autres copines, tu sais pas si tu es la seule dans sa vie. En tout cas, tu sens que t'es pas choisi, t'es pas la... En tout cas, voilà, ce que je veux dire, c'est que votre relation là, amoureuse avec cette personne, il est possible qu'elle vienne te faire rappeler la relation amoureuse que tu avais avec ton papa ou avec ta maman, ou la relation amoureuse que tes parents avaient entre eux. Et du coup, si tes parents ils étaient très distants de toi quand tu étais petite, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas cette conscience du besoin de l'enfant, de proximité, du besoin de proximité de l'enfant, du besoin psychologique de l'enfant, d'être avec son parent, de jouer, qu'on avait besoin que nos parents jouent avec nous. Voilà, à l'époque, les parents, ils étaient en mode checklist. Il a de quoi manger, ok. Il a de quoi boire, ok. Il a des vêtements, ok. Il va à l'école, ok. Il a suffisamment chaud, ok. C'est check. Le côté affectif et le côté jeu, la partie de jouer avec vous, de jouer avec nous, etc. C'était pas du tout le plus important. Hein.
Même moi, avec mon enfant, heureusement que son père était très, très, très présent pour jouer avec lui. Pour moi, le jeu, c'était inutile. Parce que dans ma représentation, dans ma famille, quand on jouait, c'était inutile, c'était une perte de temps. Il fallait lire, faire les devoirs ou faire le ménage. Donc, je peux vous dire que j'étais une passionnée de lecture. Je faisais mes devoirs et je lisais. Tout le temps, comme toi, Arine. Parce que je détestais faire le ménage. Donc, quand tu as des relations comme ça qui réactivent des loyautés familiales, eh ben, elles ont un bénéfice. Elles ont un bénéfice parce qu'elles viennent te dire que ben là, si tu t'en rends compte, c'est que tu veux te détacher de ces loyautés familiales et que elles ont le bénéfice de te dire que ben, tu mérites mieux que ça en fait. Tu mérites mieux que ça aujourd'hui. Tu mérites mieux que ça. Aujourd'hui, elles viennent te montrer aussi que bah, dans ton enfance, bah, tu n'as peut-être pas eu tout l'amour dont tu avais besoin. Et que c'est pas pour faire Cosette et pour faire le tribunal de tes parents. C'est pour aussi légitimer ton vécu, légitimer ta souffrance, légitimer cette injustice. Et que ça te permette qu'on en parle. Ah, attends, les commentaires. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Sinon, je vous dis une bonne nuit. Faites-moi un petit cœur pour me dire bonne nuit, que je sache. Comme ça, je n'ai pas l'impression de vous raccrocher au nez. En tout cas, moi, j'étais très contente de faire ce live avec vous. Je suis épuisée. Vous savez ce qui m'a fatiguée? C'est la plage. J'avais très froid à la plage. Je suis allée à la plage. J'ai eu tellement froid que toute mon énergie, elle est passée dans ma régulation thermique. On en parle demain. Inch'Allah. Bisous, Rim. Merci pour les petits cœurs. Est-ce que moi, je peux vous en faire des petits cœurs? Non, mais je vous fais un petit cœur comme ça. À demain. Je vous aime.